التطهيري هو الذي بطبيعة الحال سيكون مؤسسا لما سيأتي بعد هذه الجلسة الافتتاحية من مداخلات ومن عروض. سأعطي الكلمة الآن للأستاذ عمر أكتوف، وهو أستاذ بالمدرسة العليا للتجارة بمونريال بكندا، كما أنه عضو مؤسس لمجموعة الأنسنة وعضو المجلس العلمي لمنظمة أطاي كيبيك، حاصل على عدة شهادات في العلوم الاقتصادية، له مؤلفات منها استراتيجية عامة والمانجمنت اونتر تراديسيون ورونوفيلمون، وكذلك لو ترافاي اندستريال كونتر لومبر. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. Ça va comme ça pour le micro? Oui, voilà, allez. السلام عليكم. أولاً سيد الوزير اسمحوا لي العربية ديالي نول يعني صعيبة واعرة نقراوها ماشي مشكل. تقريباً 40 سنة أمريكان في كندا، كل الكتب اللي كتبتهم وكل الشرح يعني الترجمة الإنجليزية البرتغالية الإسبانية حتى الشينوا والعربية عرضوني في البرازيل، في المكسيك، في آسيا، في أستراليا، حتى في الصين، وتعلمت اللغات ديالهم. هذا البرتغالية، الإسبانيولية، العربية شهادة. اللغة العربية ما كي عربية. لا تونس اللهجة ديالي فهمتو شوية ملي كنهضر شوية بالهضرة المغربية، لأن ولد الحرب الجزائري on était réfugiés ici. C'est le Maroc qui nous a gardés, réfugiés pendant toute la guerre d'Algérie. خاطر الوالد كان منفي في الجزائر، وكبرت هنا أسفي مراكش وليدة مغربية الأخيرة مراكش طريق، وليدة جزائري الأخيرة guerre d'Algérie. ولا ما يعرف J'ai les deux certificats. Bon, je m'excuse, je vais devoir parler français. Merci infiniment, monsieur le doyen, c'est un immense plaisir. Merci, monsieur le directeur, monsieur Mustafa, qui sont maintenant des amis, si je me permets. J'ai été accueilli avec chaleur, avec affection, avec beaucoup d'estime et que je vous rends très chaleureusement. Merci infiniment. Bon, alors on va aller directement au vif du sujet. Mais vous savez, je trouve que l'atmosphère est un peu sérieuse. Au Canada, aux États-Unis, l'Australie, tout ça, même l'Amérique latine, les conférences comme ça, on a l'habitude de raconter des blagues, de rigoler un peu, de gêne de l'atmosphère. Bon, alors je recommence. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Ça va jouer à motivation. السلام Salam alaikum. وعليكم السلام. عليكم السلام. La droite est plus motivée, apparemment. تسمع لهم من بعد. Bon, alors je vais commencer par une petite histoire sur les économistes. Ça circule un peu partout dans le monde, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, je m'excuse. C'est l'histoire suivante. C'est deux amateurs de ballon qui montent dans le ciel, ils font du ballon, tout ça, et voilà. Et à un moment donné, ils sont perdus. Alors ils descendent, ils savent plus où ils sont, une clairière, ils voient un monsieur qui marche. Monsieur, oui, où sommes-nous? Et le monsieur leur dit, mais vous êtes dans le ciel. Les deux dans le ballon, ils se regardent. C'est ce ballon, on le sait qu'on est dans le ciel. On n'a pas besoin de lui pour dire ça.
Et le premier lui dit, t'as pas vu, c'est un économiste. L'autre lui dit, comment tu sais, tu connais? Il dit, non, je ne connais pas. Mais par déduction. Un, il parle avec assurance. Deux, ce qu'il dit est techniquement vrai. Trois, on n'est pas plus avancé. Alors, vous pouvez la raconter sur les comptables, sur les ingénieurs, mais ça sera dans les milieux d'économie. Bon. Alors donc, moi je voudrais vous parler un peu de pourquoi ce modèle d'économie néolibérale, ultralibérale, qu'on voudra l'appeler, ne fonctionne pas. Alors on va essayer de la speech, je me suis surtout préparé des schémas, pas de texte, pour comprendre d'abord pourquoi ça ne marche pas. Et pour ça, je vais être très interdisciplinaire, très dans la lignée de Garnier, dans la lignée de Gilles Baptiste, dans la lignée de Serge Latouche, etc. Et dans la complexité. Donc je vais faire appel à la biophysique, à la biochimie, je vais faire appel à la thermodynamique, je vais faire appel à des disciplines qui sont très loin de l'économie et qui nous expliquent pourquoi ce modèle économique aujourd'hui ne fonctionne plus. Il ne fonctionne pas comme on dit qu'il devrait fonctionner. Alors ça, c'est suivant un conseil célèbre d'Einstein, qui avait l'habitude de dire « Aucun problème ne peut être résolu à partir du système de pensée qui a créé le problème. » Donc si on veut comprendre et résoudre un problème qui vient de la pensée économique, il faut trouver un autre éclairage, une autre pensée pour résoudre le problème, parce qu'on ne peut pas le résoudre à partir de la pensée qu'il a créée. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Alors voilà, donc en préambule, il n'y a aucun système mauvais en soi, le capitalisme n'est pas mauvais, c'est la façon d'appliquer, d'interpréter. Les problèmes résolus, donc les façons d'interpréter, d'appliquer, ces problèmes sont plus souvent, il n'y a pas moyen de voir ici, s'il vous plaît, parce que c'est très embêtant, le torticolis, sont plus souvent liés à des intérêts de classe, c'est un thème que je parle, de classe, on en a parlé. Au moins, de privilèges historiques, etc. On vient de comprendre que l'économie n'est pas une science. L'économie est essentiellement une idéologie. Il utilise la science, oui, mais ce n'est pas une science. La preuve, c'est qu'il y a 30 écoles d'économie. Marxistes, néo-marxistes, picardiennes, néo-picardiennes, smithiennes, proselytiennes, mais en physique et en science, le kilo est un kilo. Il n'y a pas de kilo néolibéral, kilo maghrébin, kilo social-démocrate, un kilo c'est un kilo. Point. Ça c'est une science. Mais l'idéologie économique, il y a l'idéologie américaine, il y a l'idéologie à la russe, il y a l'idéologie à la chinoise, à l'allemande, à la scandinave. Donc, attention, ne pas confondre. Également pour le management. La gestion, ce n'est pas une science non plus. La gestion, c'est le bras armé qui applique ce que dit le paradigme économique qui domine. Et donc, le problème de management, c'est le pilier d'une seule et même chose, la façon de penser de l'intérêt général et la façon concrète de mettre en œuvre cette pensée. Alors, le sommaire, je vais vous passer ça très vite puisque vous allez arriver. Comment on revient en arrière? Précédent. Le Précédent, il y a précédent. Non, non, allez, sortez. Allez. Non, c'est ça. Sortez de l'école. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Cliquez en bas. Cliquez en bas. Je n'ai pas l'habitude de manipuler ça avec une souris, excusez-moi. Bon, alors, on en revient en arrière. J'ai ici, voilà. Donc, alors, comment fonctionne l'économie néolibérale ou ultralibérale de la financière? Alors, très brièvement, parce que l'explication est évidemment très longue, j'explique ça à partir de, disons, 3 triangles. Le premier, et qui sont 3 cercles vicieux. On m'a dit que pour les techniciens, il n'y a pas moyen d'avoir le schéma ici, parce que là, je vois ça de pied, et je n'arrive même pas à lire ce que je n'ai pas parti. Donc, le premier élément de ce triangle, c'est la croissance infinie. Le capitalisme financier est basé sur l'idéologie de la croissance infinie. La croissance n'arrête pas.
Profit maximum, façon PIB, etc. Ce qui entraîne le maximalisme. Il faut que tout soit maximum. Produire au maximum, vendre au maximum, faire les profits maximum, etc. Et ce qui devient maximum essentiellement et plus facilement, c'est la finance. Alors, on est dans un monde qui devient financiariste, et c'est la finance qui augmente beaucoup plus que l'économie réelle. Alors, le deuxième client, si je suis d'accord, je retourne dans l'écran, il est. Juste en haut. En haut? Juste en haut, juste en haut, juste en haut. Juste en haut. En dessous de F. L'écran, En dessous de F. Là. Il faut FF. Ah, Diaporama. Ça va. Ça va. Diaporama. non. Non, non. Non, 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 non. Mustafa. C'est à droite. فوق قول له يوقع على ديابورama. Voilà. C'est bon. Je ne comprends pas. Excusez-moi. Il n'y a vraiment pas moyen de voir ça. Bon, alors. Donc, le premier triangle, voilà. Le deuxième, c'est l'offre du crédit. Le capital financier fonctionne sur l'offre du crédit. Les banques, Wall Street. Tout ça, il faut que ça offre du crédit infiniment pour que le capitalisme fonctionne. Or, l'offre du crédit provoque l'endettement. L'endettement provoque des bulles. Les bulles provoquent des crises. Alors, si vous pensez, s'il y a des gens qui pensent que les crises, c'est des maladies du capitalisme, pas du tout. Les crises, c'est des éléments nécessaires à l'évolution du capitalisme, financier en particulier, parce qu'à chaque crise, le capital et les détenants du capital en profitent pour renforcer leur pouvoir. À chaque crise, ils rabaissent les salaires. 2008, Gilets jaunes. À chaque crise, ils rabaissent les retraites. À chaque crise, ils rabaissent les programmes sociaux. À chaque crise, ils augmentent leur pouvoir. Donc, endettement, bulle, crise. L'endettement, consommation et surconsommation. Consommation, surconsommation et intérêt réalimentent l'offre de crédit. Et c'est le cercle vicieux qu'on a vu se produire à la crise de 2008, par exemple. Bon. Donc là, vous savez par exemple que chaque ménage américain doit 350% en dette de ce qu'il gagne. C'est-à-dire que chaque ménage américain doit 3,5 fois plus que ce qu'il gagne. Au Canada, c'est 160%, enfin pas loin de ça. Bon, donc l'autre cercle vicieux, c'est les théories du management. Ce sont des théories qui vont servir ce maximalisme. Donc le management de la gestion devient une gestion de maximalisme du rendement du travail par unité de temps. Maximiser le rendement financier, ce qui conduit à des comportements irrationnels qui deviennent des comportements de maltraitance. Des gens parmi vous connaissent dans leur entourage des amis, de la famille, etc., qui vont le matin au travail comme s'ils allaient à la potence. Le lieu de travail devient de plus en plus un lieu de souffrance. La compagnie Orange France, dans les fin des années 90, il y a eu 95 suicides comptés dans le lieu de travail, sans compter les suicides dehors. Il y a eu plus de suicidés dans la compagnie Orange, dans les bureaux, dans la compagnie, que de morts militaires français dans les opérations françaises à l'étranger. Donc, c'est plus dangereux. Il y a plus de risque de mourir en travaillant pour la compagnie Orange qu'en étant soldat en opération par l'armée française. Alors voilà ce que ça donne. Des comportements irrationnels, qui sont des comportements qui exigent toujours un maximum de rendement, et ces comportements qui exigent le maximum de rendement deviennent des comportements maltraitants. Ce qu'on appelle psychological harassment, l'harcèlement psychologique, moral, et ça renforce une théorie managériale encore plus maltraitante. Alors, rentabilité managériale dit efficace, parce qu'on dit que le privé, le capital financier, c'est plus efficace que le public, etc. Vous avez eu des conférences qui vous en parlé un peu du public ou du privé, tout ça.
eh bien, ça va envahir l'État, les services publics, la famille, l'école, l'université, partout. Et cette logique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je suis désolé, mais c'est une logique qui consiste à comparer une vache et un dauphin. On ne compare pas l'État avec l'entreprise privée. Donc, ah, très bien, merci. Donc, au fur et à mesure, tu vois ici. Ah, c'est vrai, il faut pas. Il faut que je manipule. Bon, merci beaucoup. Merci. Je vais essayer de. Où est-ce que j'en étais là? Ah, qu'est-ce que j'ai encore fait? La vache et le dauphin. J'ai avancé ou j'ai reculé là? On est d'avancer là. Néolibéral. Ah, bon, voilà. Alors, vous savez, comparer l'État, le privé et le public, c'est comme comparer un dauphin et une vache. Le privé, c'est fait pour faire de l'argent et fonctionner selon le compte, le bilan et le bénéfice en utilisant des marchandises et des biens marchandisables, vendables sur un marché des biens marchandisables. Voilà ce que c'est le privé. Le public, l'État, le rôle de l'État, et c'est Max Weber, etc. Le rôle de l'État, c'est essentiellement trois piliers. Un, assurer la dignité du citoyen. Le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que chaque citoyen est instruit, logé, transporté, nourri, alimenté, vêtu, etc. Soigné. C'est ça le premier rôle de l'État. Et d'aller chercher l'argent là où il faut pour ça. Deuxième rôle de l'État, c'est l'intégrité du territoire. L'intégrité de l'écologie. Qu'on laisse la terre qu'on a telle qu'elle est ou meilleure à la prochaine génération. Le rôle de l'État, ce n'est pas d'organiser l'espace national en espace de partage pour des faiseurs d'argent. Ce n'est pas ça le rôle de l'État. Or, la théorie néolibérale a transformé l'État en comité de gestion de faiseurs d'argent. C'est tout. L'État a abandonné ses rôles fondamentaux initiaux. Alors donc, ça ne se compare pas. L'État fonctionne selon un budget d'équilibre alimenté par l'impôt direct et indirect. Point à la ligne. Tout État est là pour imposer n'importe quelle personne qui fait de l'argent paye 50% de ce qu'elle gagne à l'État. Qu'elle soit Google, Microsoft, Bill Gates, je ne sais quoi, tu payes 50% de ce que tu gagnes. Comme le salarié le paye. Et avec cet impôt, moi, État, j'éduque mon peuple, je l'instruis, je le soigne, j'en fais un peuple digne et je prends soin de mon territoire. Voilà ce que le capitalisme néolibéral a détruit. Ça, c'était dans ce qu'on appelait l'État-providence, l'État social, qu'on critique maintenant. Et on y revient, heureusement. Bon. Donc, alors voilà, s'il vous plaît, arrêtez de faire ces comparaisons dans la réalité. Ensuite, quel est le paradigme dominant actuellement à l'échelle mondiale? Qu'est-ce que c'est la mondialisation? Alors, regardez, la mondialisation, c'est tout simplement le fait que le gâteau mondial des richesses, qui a augmenté considérablement entre le 18e, 19e et le 20e siècle, a arrêté de grossir tout d'un coup. L'économie réelle, à partir des années 80. Et c'est là qu'on a commencé à parler de crise mondiale, de mondialisation, d'ouvrir les frontières, de ceci, de ça, de thatchérisme, de souverainisme, c'est là qu'on a commencé à parler de tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le problème néolibéral qui a provoqué ça. Qu'est-ce que c'est ce problème ultra-néolibéral? C'est ceci. Nous, les plus riches, alors la part du gâteau qui est en haut, là, nous, les plus riches et les nantis, comment on peut continuer à faire grandir tout de même notre part du gâteau de l'économie réelle, alors que ce gâteau ne grossit plus? Alors comment vous faites pour grossir votre part quand le gâteau ne grossit plus? Manger à l'intérieur là. Vous prenez sur la part des autres. C'est pas compliqué. Le Maroc, l'Algérie,
détruit l'Irak, on détruit la Syrie, on détruit, etc., l'Afghanistan, voilà, les pauvres, les chômeurs, regardez ce qui se passe en France maintenant. On est en train d'aller piller les vieillards. Et la France est une civilisation maintenant avec Macron. Ce produit de la finance internationale impitoyable. Il est en train de piller les vieillards, les plus pauvres, les plus vulnérables de la France. C'est une civilisation. Voilà, c'est ça. Donc, les chômeurs, les pauvres, les jeunes, les travailleurs, les machins, etc. Le tiers-monde, la nature, on pollue. Alors, voilà ce que c'est le problème néolibéral et voilà ce que c'est la mondialisation. Alors, mondialisation, ouvrez nos frontières, laissez rentrer les investissements indirects étrangers, attirez-les même. Alors, moi, je dis, je n'ai pas encore expliqué en détail, Inch'Allah, je suis à votre disposition, je viendrai tant que vous voudrez, mais quand on a un discours comme le mien, qui est un discours qui va à l'encontre du discours que tout le monde a plus ou moins dans la tête, dans la télévision et un peu partout, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de le faire comprendre et ça prend plus de temps. Bon. Alors donc, cette mondialisation, ce n'est rien d'autre, attirer des investissements étrangers, moi j'ai rien contre. Mais faire comme l'Allemagne, comme le Japon, comme la Scandinavie, comme la Corée du Sud, comme la Malaisie, dire investissement étranger, viens, l'Argentine maintenant. Après la crise de chaos de 2002, l'Argentine a une loi des finances les plus sévères du monde. Les Chinois, la même chose. Venez investir chez nous, mais vous n'allez pas investir dans les casinos. On ne veut pas de casinos. On veut des usines de lait. On veut des usines de chaussures. On veut des écoles. Investissez là-dedans, d'accord. Vous ne voulez pas, gardez votre argent et foutez le camp. Bon. Alors, attirer les investissements directs étrangers et les laisser faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, non. En Allemagne, Scandinavie, Japon, Corée, etc., tout investissement extérieur étranger, aujourd'hui je vous dis l'Argentine, la Malaisie, arrive dans le pays, il fait ce que dit le pays. Il investit là où le pays le dit, là où le plan le dit, et il ne sort de l'argent du territoire qu'après avoir rendu compte aux différents ministères qui certifient que l'argent que cet investisseur étranger va sortir du pays est un argent qui n'est pas fait sur le chômage, est un argent qui n'est pas fait sur la pauvreté, est un argent qui n'est pas fait sur la justice, est un argent qui n'est pas fait sur les inégalités, et est un argent qui n'est pas fait sur la pollution. Alors, si votre argent est propre, vous le sortez. Il n'est pas propre, il sort. Bon. Alors, dans ces conditions, je n'ai rien contre les investissements étrangers. Mais faire venir Renault, Nestlé, Coca-Cola, et faire, comme dit un de mes amis professeurs d'économie à l'University School of New York, c'est comme aller enseigner aux poules, aux poulaillers, comment attirer le renard. À dire aux poules, voilà, le renard c'est votre bien. La théorie néolibérale le dit. Le renard c'est bon pour les poules. Alors voilà, on va vous soigner comment attirer les renards. Bon, exactement la même chose. Alors vous voyez, c'est ça la mondialisation. C'est tout simplement aller chercher ailleurs ce qu'ils n'ont plus dans leur territoire. C'est tout. Bon, je pourrais détailler, mais malheureusement, il faut que j'aille assez vite. Alors voilà un peu quelques caricatures qui montrent ce que c'est cette mondialisation. Une autre, ce qu'on enseigne dans les écoles de business school et de management school. Hein? Enfin, voilà. Donc vous voyez, ça qu'on enseigne. Les profils, c'est les patrons qui servent à volonté et de façon même indécente. Le salarié dans les miettes et l'environnement, c'est le désert. Une autre que j'ai trouvée aussi, c'est Davos qui organise l'économie mondiale, l'OMC. Donc toute la Corée pour nous et quelques miettes pour le tiers-monde. Alors voilà ce que c'est la mondialisation. La mondialisation, c'est pas allez, laissez-nous faire et puis on va venir chez vous pour votre bien. Si Peugeot ou Nestlé ou Coca-Cola vient à Casablanca, je vous assure que ce n'est pas pour rendre les Casablancais heureux. Ce qui les intéresse, c'est de prendre le Casablanca puisqu'ils n'y mettent.
Voilà la ligne. Bon. Donc, une autre que j'ai trouvée au Brésil, un indigène de l'Amazonie, propre, etc., qui ouvre la planète, et qu'est-ce qu'il découvre? Voilà, ça parle de son-même, non? Alors, la notion de profit, maintenant, en thermodynamique, ça va être un petit peu compliqué peut-être, mais il n'y a pas de... Vous savez, on ne peut pas parler de choses complexes en termes simples. Je suis désolé. Je sais que les Camerounais est fatigué, mais s'il était là, il aurait été ravi de voir ça. Donc, si je prends la thermodynamique et la physique, il y a 2-3 systèmes essentiels, système ouvert vivant, système fermé, système isolé. Et bon, donc, système ouvert vivant, c'est ça qui nous intéresse. Moi, j'ai des systèmes ouverts vivants, moi aussi, c'est classe, c'est l'école, l'organisme, parce que c'est des systèmes qui évoluent, qui naissent, qui grandissent, qui disparaissent, etc. Vivants, ouverts, et ça interchange de la matière et de l'énergie avec l'environnement. Donc, moi, en tant que système, comme dirait d'ailleurs Carnot, thermodynamique, système Carnot dit que l'être humain est un système, peut-être une machine thermodynamique. Alors, j'importe de l'environnement de l'énergie, toute cette énergie. Tout ce que je mange, tout ce que je bois, je respire, l'oxygène, tout ça, c'est l'énergie. Et j'exporte dans l'environnement d'énergie, l'expression, que je transpire, tout ça, etc. Et donc, j'échange comme ça énergie avec l'environnement. Mais le problème, c'est que la quantité d'énergie 1 ici doit être constamment supérieure à l'énergie 2 qui sort, sinon je meurs. Alors, retenez ça, c'est très important. Maintenant, que veut l'entreprise? L'entreprise, pour moi, elle fait une transformation du travail. L'entreprise veut des outputs supérieurs aux inputs, soi-disant ce qui s'appelle la valeur ajoutée. Et ça s'appelle des profits. Or, on peut faire la démonstration que le profit, c'est de l'argent, que l'argent, c'est de l'énergie. L'argent que vous avez dans vos poches, les cartes de crédit que vous avez dans vos poches, c'est de l'énergie. Pourquoi? Marx a déjà écrit à sa façon, en parlant de travail cristallisé dans le capital circulant. On va dire ça en termes plus simples. On imprime une unité monétaire nulle part au monde, sinon d'abord et avant tout pour payer le travail de quelqu'un. Est-ce que c'est clair ça? Donc, toute la monnaie du capital qui circule, c'est de la monnaie et de l'argent qui représentent le travail de quelqu'un quelque part. Même l'argent qui est dans les banques. Si cette quantité d'argent qui circule représente du travail, on sait en physique que le travail c'est de l'énergie, donc par simple transitivité, l'argent c'est de l'énergie. Alors moi je me suis posé la question, d'où vient cette quantité d'énergie qui s'appelle profit, puisque nous ne savons pas fabriquer de l'énergie? On ne sait que la gaspiller, c'est tout. Qui sait fabriquer du pétrole? Qui sait fabriquer du vent, des arbres, de la houille, du gaz? Qui? Tout ce qu'on sait faire, c'est prendre ça et le brûler, c'est tout. Et c'est définitivement perdu. Donc, d'où vient cette quantité d'énergie qu'on appelle le profit? Alors, c'est ce que j'appelle le statut scientifique du profit. Le statut épistémologique scientifique du profit. On connaît son statut économique, on connaît son exploitation, le surtravail, etc. On connaît son statut sociologique, on connaît son statut politique, mais son statut scientifique n'a jamais été exploré. Alors, d'après moi, le voilà. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement que l'entreprise, contrairement à moi, veut une quantité d'énergie qui sort supérieure à celle qui rentre, puisqu'il s'y ajoute cette quantité d'énergie qu'on appelle profit. Alors, comme l'énergie est constante, premier principe de la thermodynamique, deuxième principe, l'entropie, il n'y a que l'énergie dégradée qui augmente et l'énergie utile ne fait que diminuer. Donc, d'où est transférée, d'où est arrachée cette énergie qu'on appelle profit et qu'on met dans les coffres des entreprises. D'où ça vient? Là, il faut aller un peu vers la biochimie et la biophysique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Loi de la nature,
la nature, l'univers fonctionne selon ce qu'on appelle les boucles de rétroaction négatives. Rétroaction, pas réaction. Rétroaction, ça veut dire s'il y a un mouvement qui va dans un sens, l'univers de la nature provoque un autre mouvement qui va dans l'autre sens pour rétablir l'équilibre. C'est pour ça qu'on appelle rétroaction négative, parce qu'elle est négative par rapport à la première. C'est pas en dessous de 0 ou au-dessus de 0, on n'a rien à voir. Donc, c'est ce qu'on appelle les équilibres homéostatiques ou les équilibres stationnaires. Donc, température, 37,5, 38,5, équilibre stationnaire. Il n'y a aucun médecin qui va chercher à maximiser votre température. Il va vous tuer d'hyperthermie. Il n'y a aucun médecin qui va chercher à minimiser votre température. Il va vous tuer d'hypothermie. Donc, équilibre stationnaire. Alors, si on prend un exemple simple et idiot, un bois ou une forêt où il y a des loups et des lièvres. Alors, le nombre de loups, de lièvres augmente. Quand ils arrivent à ce seuil, il y a tellement de lièvres qu'ils alimentent beaucoup de loups. Alors, les loups mangent les lièvres plus qu'ils ne se reproduisent. Donc, les lièvres diminuent. Les loups augmentent. Quand les loups augmentent, les lièvres diminuent de nouveau. Et ainsi de suite. Et c'est l'équilibre. Voilà comment fonctionne dans la nature, l'univers, ce que nous enseigne la biochimie, la biophysique, la biologie et toutes les sciences du vivant et de l'univers. Donc, les équilibres. Alors, que fait l'entreprise? L'entreprise, elle fait une boucle de rétroaction positive, ascendante. Pourquoi positive? Parce qu'elle va dans le même sens. Aujourd'hui, je veux 1000 $ de profit, demain, je veux 2000, après-demain, 100 000, etc. Donc, 100 000, 10 000, 1 million, 1 milliard, plus l'infini. Croissance infinie. Or, la nature, l'univers ne laisse pas ça. Alors, la nature et l'univers compensent. Par quoi? Par notre boucle de rétroaction positive descendante. Quand General Motors fait ici 10 millions de profits, la nature élimine dans le golfe du Saint-Laurent 50 baleines. Et quand on fait la nécropsie de ces baleines, on les trouve tuées par les 120 métaux lourds toxiques qui sortent directement des usines de General Motors, qui se jettent dans les Grands Lacs, dans le fleuve du Saint-Laurent et dans le golfe de l'Atlantique. Donc, 10 000 $ de profit, 10 millions ou 1 million de General Motors égale l'énergie retirée à 50 baleines qui ont été tuées. Alors, je suis sûr que vous avez déjà vu à la télévision des baleines, des marsouins, des dauphins échoués qui sont voilés, et le journaliste vous dit regardez, je suis ici. Alors, moi, j'ai fait de la psychologie animale dans notre vie. On m'a dit vous imaginez un groupe de baleines déprimées. Dépression. Et la chef baleine, non, parce que les baleines sont idiotes. Au lieu d'avoir un chef, ils ont une chef. J'ai fait une bêtise, non? Non. Bon, alors, elles ont une chef, comme les éléphants, c'est dirigé par des femelles aussi. Alors, donc,